Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous trois au cinéma. Maxime, Frédéric, bonjour à tous les deux. Bonjour Anne. Bonjour. Qui ouvre le bal. Le retour du héros, vous avez Eh ben, oui, j'ai vu le retour du héros. Vous voulez pas présenter un petit peu le pitch? Vous voulez que je le fasse? Ah non, non, j'aime Donc, beaucoup cette histoire. Vous l'avez vu C'est aussi. l'histoire Oui. d'un... C'est l'histoire de deux jeunes sœurs. D'abord, Nous sommes, c'est Laurent Tirard qui avait fait des films avant qui étaient quand même un petit peu ratés. Oui. Et là, à mon avis, c'est réussi. C'est mieux, oui. Nous sommes à l'ère napoléonienne, deux jeunes sœurs dans un joli château s'attristent parce qu'un bel officier va partir au combat. Or, il est prévu dans cette famille que ce bel officier épouse l'une des deux sœurs. Joué par Jean Dujardin. Jean Dujardin, on voit partir ce fringant sur son beau cheval blanc. Et l'image d'après, c'est la jeune fille désespérée qui s'expose à la pluie et au vent et attrape une pneumonie et donc va mourir puisque le bel officier qui avait promis d'écrire n'écrit pas. Et sa sœur va user d'un stratagème extraordinaire. Elle va imaginer les lettres du bel officier. Et comme elle a une imagination débordante, ça devient une vie étonnante. Le bel officier va partir, va d'abord livrer des combats fantastiques et ensuite il va partir aux Indes il va avoir des hordes d'éléphants, il va extraire des diamants, enfin bref, un cinéma pas possible. Je n'en dis pas plus. Mais c'est quand même et la jeune fille retrouve la santé. Oui, et l'officier revient et du coup doit se plier à cette vie imaginaire, alors qu'en fait c'était un officier complètement minable, complètement déclassé, qui avait échoué, qui avait fui le champ de bataille et qui se cachait sous les hordes d'un sans-abri. Enfin, évidemment, donc tout le burlesque de la situation éclate à ce moment-là. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait évidemment sur le scénario quelque chose du colonel Chabert. Hein, on se souvient tous de ce film avec Depardieu, Fanny Ardant. Le Fabrice retour, Lucchini, oui, voilà, le retour du soldat, sauf qu'au lieu du retour du mais soldat... là, c'est le soldat héroïque. Il y avait aussi le retour de Martin Guerre, mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec ce film-là. Ça ressemble beaucoup plus à un film d'aventure. Bon, enfin, j'en parlerai oui, il y a un après. petit air d'OSS 117 de temps en temps. Bon, c'est amusant. On passe un très bon moment. On passe un bon moment. Je trouve que c'est plus que gentil. Parce que c'est bien fait. Parce que déjà, il faut dire qu'il joue Tartarin de Tarascon. C'est un matamor. Oui. Il est là, un petit peu macho. C'est celui qui est aussi bellâtre, même s'il est beau garçon. Hein, qui est un peu grossi. Oui, un petit peu. Qui drague tout le monde, qui réussit, etc. Donc, et quand il part, comme vous dites, il a dit qu'il écrivait tous les jours. Donc, ce stratagème, elle le fait, etc. Mais quand il revient, lui, il a compris qu'avec ça, il a une position héroïque à prendre. Et il la prend. Et évidemment, il est très gêné, mais elle lui souffle un petit peu. Et elle est coincée. Parce qu'elle ne peut pas le dénoncer, parce qu'elle est partie prenante de cette fake, si on veut. Et en fait, ce mensonge. Et en fait, ils se mettent tous les deux d'accord, ils s'acoquinent, parce que lui, c'est aussi un escroc. Il est en train de monter une pyramide de Ponzi. Oui, ça c'est très drôle. C'est très drôle. C'est quand même une caricature de ces pauvres hommes qui, dès qu'il y a un profit à faire, sont prêts à sortir toute leur fortune de leur bas de laine. C'est hallucinant. C'est hallucinant, et ça c'est très bien vu sur un plan psychologique et sociologique. Il faut dire que c'est très bien joué par Mélanie Laurent, qui est très bonne. Lui est épatant. Moi je pense que tout le monde dit, enfin dans le milieu du cinéma, on dit que c'est le successeur de Belmondo. Belmondo d'ailleurs l'a dit. Il a dit c'est mon successeur. Alors pour moi, il n'est pas aussi extraverti que Belmondo. Il ne fait pas les cascades aussi. Mais il est remarquable là-dedans. Et ces rôles-là, comme dans OSS 117, quand il joue le faux, le mec minable, etc. Puis alors la fin est extraordinaire quand même. Quand il repart en combat. Et il repart au combat. Mais la fin est extraordinaire. Et en même temps, quand il raconte, et il a un moment de courage. Quand il y a les Cosaques qui attaquent, il est prêt à risquer sa vie parce que, bon, donc c'est un personnage très ambigu et tout est fait par le jeu du Jardin qui, à mon avis, explose là-dedans. Il est très bon. Non, la salle est pleine d'ailleurs, les gens rient.
Oui, les gens rient et les gens apprécient le film. Les gens apprécient. Et ça me fait penser un petit peu, c'est un petit peu dans le style, mais moins bon, parce que pour moi, le plus grand film d'aventure qui a été fait en France, et le meilleur, c'est L'Homme de Rio de Philippe de Broca, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il a eu une influence sur tout le cinéma américain, parce que tous ceux qui ont fait Indiana Jones et tout ce genre de films se sont tous référés au film de Philippe de Broca, il faut le savoir. Ouais. Donc on est un peu dans ce genre-là, sauf qu'on est un petit peu plus coincé par les costumes et par le fait que c'est sous l'Empire, quoi. Donc on n'est pas dans la jungle. Moi je dirais qu'il y a des côtés un petit peu burlesques parfois, un peu à la OSS 117 en fait. Hein, oui, qui peut-être un petit peu moins fin que OSS 117. Qui pour moi sont un tout petit peu lourds par moment ou un petit peu surjoués et qui du coup me laissent un peu de marre. Mais le début est un petit peu surjoué. Le début parce que voilà, quand on arrive et qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on arrive dans cette maison de comtesse, etc. Vous avez vu la comtesse, quoi. C'est une caricature de comtesse, elle a l'air bête comme ses pieds, elle est niaise avec un sourire idiot. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu surjoué. Heureusement qu'au bout de 10 minutes, ça prend. Ça prend. Et mais on rentre dans le début, voilà, il y a encore toute une série de caricatures, comme tu dis. Et voilà, il y a des choses qui m'ont pas tellement plu dans ce film, mais qui font la différence entre un bon film dans lequel on passe finalement un bon moment et un excellent film. Et c'est pour moi clairement pas un excellent film, même si c'est un film. Mais dans les comédies françaises, plus intéressant que la plupart des comédies qu'on a vues ces derniers mois. Oui, brillantissime, en tout cas, c'est pas un film auquel on emmène les enfants. Parce qu'il y a des scènes un petit peu crues. Moi, j'étais assez sidérée parce que j'ai vu arriver des ribambelles d'enfants. Je me dis, mais enfin, les gens sont quand même dingues. Ils pourraient se renseigner avant de. Non, mais les gens d'emmener. Mais on peut le recommander parce qu'on passe un bon moment. On passe un bon moment. Tout à fait. Voilà. Alors, un deuxième film plus sérieux, celui-là, le dernier film de Cheyenne Caron. Nous en reparlerons. Quand Louis sera là. Quand Louis et Frédéric l'auront vu et ils seront là. Enfin, Les hommes au cœur ardent. Allez-y. Absolument. Donc, le nouveau film qui vient de sortir de Cheyenne Caron, qui va sortir dans les jours qui viennent et que nous avons la chance d'avoir en pré-exclusivité ici. Et qui est accessible en DVD. En DVD. Donc on va sur son site internet et on achète son DVD. Comme à peu près tous ces films. Oui. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu perdu dans la vie, qui ne sait pas tellement quel est le sens qu'il souhaite donner à sa vie et qui va faire connaissance progressivement, notamment avec des anciens, qui vont lui faire comprendre qu'en fait, l'objectif de sa vie, c'est de servir son pays. Donc je n'en dis pas beaucoup plus sur le scénario parce que sinon c'est un ancien légionnaire. C'est un ancien légionnaire, ça c'est important. Le monsieur est un ancien légionnaire et qui évidemment va faire naître ça cette commence passion. tout de même par c'est un petit groupe de jeunes, de petits malfrats qui ont tout pour être heureux. Ils sortent de familles avec un papa, une maman, une maison. À manger tous les soirs. Et une voiture. Et une voiture. Et en fait, ils s'enquiquinent dans la vie. Il faut dire que la maman est philosophe et le papa, pas très présent et pas correspondant pas à l'image du père. La preuve, c'est qu'il se met du rouge à lèvres pour manifester son soutien aux femmes. Et ça fait désordre dans la région, dans le quartier. Et le fils est absolument effaré de voir son père. C'est important de dire ça parce que c'est un jeune homme en quête de sens et en même temps d'autorité. En quête d'autorité et de personnalité forte. Ces petits malfrats vont se rouler des mécaniques et ils vont attaquer un vieil homme en train de prendre de l'argent à un distributeur automatique. Et ils lui disent baisse les yeux, baisse les yeux, baisse les yeux. Le gars étant un légionnaire, il en a vu d'autres et il ne baisse pas les yeux. Et du coup, le jeune héros qui nous intéresse va le rencontrer, va le reconnaître, va le suivre et va rentrer en contact avec lui et va naître une amitié. Et à mon avis, c'est très fort à ce moment-là. Absolument. Parce que la destinée de ce jeune homme va être totalement bouleversée, changée. Et dans un sens positif, mais qui est souvent quelque chose qu'on voit chez Cheyenne Caron. Enfin, elle aime bien quand même les happy end avec une révélation finale. Elle aime les changements de destin. Elle aime les changements de destin, mais souvent dans un sens qui se rapproche d'une éthique qui peut nous satisfaire ici autour de la table. Alors, il n'y a pas tellement de dimension spirituelle dans ce film, pour une fois. Enfin, c'est en tout cas pas amené en première intention, même si dans le passé, elle a eu beaucoup
de films dans cette thématique-là, et notamment l'avant-dernier, hein, vous savez, la jeune fille qui était enlevée, avec ensuite le massacre entre terroristes, etc., dont l'un finissait par trouver, en fait... retrouver la foi de son enfance. La foi chrétienne. Là, j'ai trouvé que c'était un film qui était... pour moi, qui renouait avec les bons films de Chayenne Caron, enfin bien meilleur en tout cas que celui qu'elle avait fait juste avant sur le Paysan dans le Pays Basque, auquel on accroche. Pour moi, le talent de Chayenne Caron, c'est qu'elle arrive à cerner des sujets qui sont des sujets de société, parfois des sujets très lourds, que peu de gens osent aborder en définitive. Elle aborde Franco de Port, la colonisation, la présence des Blancs en terre. Oui, puis elle aborde la question du père, elle aborde la question de ce jeune qui est malfrat, etc. Elle n'a peur de rien, elle ose même beaucoup. La question de l'islam et de la religion catholique, etc. C'est une femme qui a le courage de faire ça, c'est pour ça qu'elle est mise au banc de la société. De façon effrayante. De la société du cinéma. Et elle a beaucoup de mal à faire passer ses films parce que les réseaux de distribution sont un peu monomaniaques. Alors, il faut dire que dans ces films, donc, il y a toujours cette qualité pour le sujet, ça c'est vraiment quelque chose de formidable chez elle, avec en plus ce bouleversement des destins qui va généralement dans le bon sens. Il y a souvent un discours qui est assez lent, qui est un choix manifestement mais chez que j'aime bien, moi, mais qui du coup ne parle pas forcément à un grand public, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le sujet, il faut être conscient de la façon dont elle s'exprime, et finalement, à travers cette lenteur, à travers aussi cette espèce de spontanéité des personnages dont on se demande parfois... C'est presque une pièce de théâtre. Absolument. C'est un cinéma d'auteur, il ne faut pas l'oublier, donc ce n'est pas pour grand public, c'est très intelligent, mais enfin, c'est très intéressant et intelligent. Par contre, ça n'est pas grand public. Par contre, c'est un film à faire regarder à ses adolescents. Absolument. C'est tout à fait. Et comme ça, ils auront de quoi discuter. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ces films, c'est qu'il y a toujours un moment où on se sent un peu mal à l'aise. Mal à l'aise de ce qu'on voit, mal à l'aise... Elle arrive à susciter l'émotion d'une façon assez incroyable, et surtout avec des minuscules budgets. Et moi, je pense que Chayenne Caron est une des rares réalisatrices françaises qui arrive à donner du sens et à aborder des sujets excessivement compliqués avec une forme de légèreté, même de beauté. Parfois. Il est beau, ce jeune homme. Avec des petits budgets. Avec des budgets on peut se demander justement tellement minuscules qu'on si on lui donnait des gros budgets, par hasard, peut-être qu'elle ne ferait pas aussi bien. Parce que, non, mais parce que quelquefois, quand on est gros budget, eh bien, on cherche à mettre d'autres personnages, et finalement, on se noie dans autre chose. C'est-à-dire très focalisé sur ces En tout cas, ces deux héros sont magnifiques. Son jeune homme a un très joli sourire. Et son vieux légionnaire. Et d'ailleurs, le sourire du jeune homme n'apparaît qu'à la fin. C'est la révélation. C'est la seule fois où il sourit, c'est dans les dernières images. Et le parachutiste, et le légionnaire, qui est magnifique, bien sûr. Est-ce qu'on entend la chanson Mon Légionnaire? Non. Mais est-ce que la musique est bonne? Parce que je trouve qu'elle devrait progresser. Là. La musique est bonne. La musique est... Oui, moi je dirais sans plus. J'ai trouvé intéressant le dialogue des générations. Oui, il y a un morceau classique qui revient régulièrement. Mais je trouvais intéressant le mélange des générations. C'est Torah du Boudin. Non, c'est plus haut de gamme que ça. Non, c'est vraiment une petite perle, et Chayenne Caron, en général, nous produit des petites perles. Et moi, c'est une réalisatrice qu'évidemment, je ne mettrai pas entre toutes les mains, mais pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et de sympathie. Donc, à vos DVD, et vous allez sur le site de Chayenne Caron. Un autre film, Frédéric? Moi, je vais passer rapidement. Non, je voudrais d'abord passer... Non, l'apparition, j'aurais voulu peut-être en parler la semaine prochaine, si Louis vient, s'il est sûr de venir. D'accord, mais j'aurais bien aimé avoir votre avis. Parce que moi, je ne suis pas d'accord tout à fait avec lui. D'accord. J'ai été est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là? Parce que moi, j'ai envie. Déjà, vous avez 2h17. C'était extrêmement long. Et moi, je me suis ennuyé à la fin. Je trouve qu'il passe à côté du sujet aussi. Il passe à côté du sujet parce qu'il nous parle... Il y a toute cette enquête sur la jeunesse de Anna. Mais on s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça le sujet. L'apparition n'est pas tellement le sujet aussi. Il fait une recherche de la foi, dit la vieille Jeannoli. Ben, moi, je voudrais bien qu'il nous parle de la foi, éventuellement, même si ce sont des domaines où je n'adhère pas totalement, puisque je ne suis pas quelqu'un de la chapelle de la grande foi. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est un débat métaphysique, philosophique, etc. Il n'y a pas grand-chose dedans. Alors lui, il joue bien, je suis d'accord. Et puis ensuite, l'espèce de pirouette à la fin. Bon, vous n'en dites rien? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je dis, mais la pirouette à la fin. Oui, il y a une pirouette qui est quand même pas tout à fait. Alors, ce qui est juste, c'est qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. C'est sérieusement fait.
Et c'est vrai qu'il montre quand même l'Église, les réticences de l'Église à approuver n'importe quoi. Le sérieux du travail de l'Église. Mais à mon avis, enfin bref, j'en parlerai. Bon. Non, je voudrais parler d'autres films qui sont plus légers, mais par exemple Belle et Sébastien, le numéro 3, je pense qu'on peut y aller en famille parce que c'est un film. Alors, évidemment, le fait qu'on ait un gangster, un salopard qui vient récupérer soi-disant Belle, le chien, etc., avec le petit garçon, le scénario est mince quand même, mais évidemment ça se passe à la montagne. Et belles images. Les images sont magnifiques, on est dans la neige, c'est très bien fait. C'est intéressant de savoir que c'est Clovis Cornillac qui l'a fait, ça doit être son troisième long métrage maintenant comme réalisateur, parce que malheureusement il n'a pas fait, moi j'ai eu l'occasion de le connaître à Cannes, quand il faisait beaucoup de films qui marchaient bien, il s'est enfermé dans des rôles et maintenant comme acteur il est un peu grillé, Clovis Cornillac on ne le voit pas, mais en réalisation il a fait un beau film. Et puis il y a Tchéky Karyo qui est dedans, qui est moi un acteur que j'aime énormément, donc qu'on a peu utilisé, qui a fait une belle carrière, mais qui maintenant, évidemment, là, il joue le rôle du grand-père. C'est toujours intéressant de revoir Tchéky Karyo. Je trouve d'ailleurs un peu dommage qu'on ne le voit plus sur les écrans. Mais c'est un film à voir, sans prétention, parce que le scénario, c'est pour la beauté formelle. Et c'est pas trop dur pour les petits-enfants de voir le chien arraché. Ils le retrouvent. Non, ils le retrouvent, les petits chiens aussi, etc. Ni juge, ni soumise. Ah ben ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans le temps, moi je suivais assez régulièrement l'émission Striptease, je crois que c'était sur France 3. Oui, bon, enfin bref, l'émission Striptease. Je n'ai pas regardé cette émission. Ah mais cette émission, c'était extraordinaire. Mais malheureusement, les gens qui ne connaissent pas, parce qu'ils n'avaient pas les voir, parce que ça s'appelait Striptease. Ah oui. Bon, ça n'avait rien à voir avec un Striptease. En fait, c'était des documentaires, c'était des documentaires c'était belge. On déshabillait un sujet, en fait. Absolument. C'était des Belges qui font ça. Et alors, on avait une famille, par exemple, d'alcooliques, dans laquelle ils rentraient, et puis ils ont passé 2 mois avec eux, etc. Il y avait des scènes, mais il y avait des choses extraordinaires. Et là, il a repris un des petits sujets qu'il y avait, ni juge, ni soumise, en référence à Ni pute, ni soumise, des banlieues françaises. Et c'est l'histoire d'une juge qui s'appelle Anne Gruvez, qui est une juge d'instruction, qui a son franc-parler, mais alors c'est absolument à mourir de rire par moment. Parce que, vous la voyez, le langage qu'elle emploie et la crudité, mais enfin, crudité pas grossière, mais je veux dire, tout d'un coup, elle est là, avec il serre la main, non, ne pensez pas que je serre la main d'un malfrat, alors tout est comme ça, c'est dans le cabinet du juge d'instruction. Alors en fait, vous avez en fait une enquête qu'elle fait sur 2 prostituées qui ont été tuées il y a 10 ans, donc c'est assez intéressant parce qu'on montre que 10 ans après, maintenant avec la recherche de l'ADN, etc., et en même temps, on voit tous les gens qui passent dans son cabinet de juge d'instruction. Donc on est là, la caméra est là, et c'est la réalité du juge d'instruction qui est là. Et ce qui est très intéressant... C'est un vrai documentaire. Un vrai documentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que tous ceux qui défilent dans son bureau, c'est quand même à Bruxelles, vous avez des Maghrébins, un Albanais, il n'y a pas un Belge. Alors, je pense qu'il y a des gens qui devraient le regarder pour se rendre compte qu'il y a quand même peut-être des petits problèmes. Très bien. Bon, alors en parlant de belge, moi j'aimerais aussi parler d'un film qui vient de sortir et qui est le film à grand spectacle du moment, c'est Black Panthers. Évidemment, le nouveau film des studios Marvel, c'est-à-dire de Disney. Alors, c'est assez stupéfiant, j'avoue que j'y allais un peu avec des pieds de plomb, parce que pour moi, les Black Panthers, ça se réfère évidemment à des choses des années 60-70 aux États-Unis qui n'étaient pas forcément très funky. Alors, en fait, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est celle d'un peuple africain qui aurait reçu une météorite chargée d'un métal extrêmement précieux et technologiquement avancé, il y a très longtemps, et qui du coup a développé une technologie de pointe et vit en vase clos en se cachant des autres nations. Donc, c'est la nation la plus avancée du monde, mais personne ne le sait. Et puis, il y a en fait une faction qui se développe. Alors, je vous passe les histoires de la famille royale, les tribus, les machins, les trucs, mais une faction se développe et prétend que ce matériau doit servir pour aller, en fait, zigouiller tous les méchants blancs, c'est-à-dire tous les méchants pouvoirs qui ont asservi les Noirs, puisqu'en l'occurrence, eux se revendiquent comme étant l'État leader des Noirs du fait de leur puissance économique, et en particulier Amérique, enfin États-Unis d'Amérique, Angleterre et, allez savoir pourquoi, Hong Kong. Je pense que c'est pour que ça marche. Je pense que c'est pour que la chose puisse fonctionner en Asie. Et évidemment, il y a l'autre faction qui veut, elle, être dans une approche plus humanitaire, aider les autres peuples à se développer, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, etc. Les deux vont finalement se battre, évidemment les gentils gagnent, et donc les Wakandais vont devenir le peuple qui va sauver la planète entière. Alors, le panorama est assez classique, vous allez me dire, bon, Maxime, c'est un scénario comme on en a déjà vu 50 000. Alors, est-ce un bon film ?
Clairement, il y a des effets spéciaux, il y a des choses qui sont amusantes. Néanmoins, des points qui posent question, outre ceux que j'ai évoqués, c'est qu'on est dans une image archétypale, presque d'Épinal, du fonctionnement africain, avec la famille royale, avec les tribus, le combat rituel. On fait des ouh qui sont presque animaux. Il y en a même un qui vit avec les gorilles. Enfin, tout ça est un peu grotesque. Allez savoir pourquoi. Il y a une des tribus qui est la tribu des marchands, qui en fait sont asiatiques. On est en Afrique centrale, hein, c'est-à-dire grosso modo dans le Congo. N'oublie pas que la Chine envahit l'Afrique. En RDC. Oui, alors je pense qu'il y a un message politique de ce point de vue-là, où il faut que le film marche en Asie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une des tribus dont j'ai un peu de mal à voir d'où elle vient, mais qui est asiatique. Alors il y a ceux qui ont les lèvres gonflées. Enfin, tout ça est vraiment plus que caricatural. Tu as ri? Non, je n'ai pas ri, mais la salle était archi comble. Certains rient, en effet. J'ai trouvé que le scénario était d'une minceur à toute épreuve. Alors il y a de belles images, hein, surtout des images de synthèse évidemment, parce que c'est sûr que le vaisseau magique qui se pose par magie dans les cités de Los Angeles, on a du mal à y croire. Il y a les scènes de bagnole, les scènes de combat, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Il y a même une scène de combat avec des types à dos de rhinocéros. Tout ça est complètement... C'est ce qu'ils avaient fait dans les films sur les singes aussi. Des films... c'est un peu La planète des singes, mais en moins bien. Je n'ai pas tellement aimé. Néanmoins, c'est probablement le film qui marche le mieux en ce moment, et donc ça vaut le coup de savoir un petit peu ce qui se passe. C'est clairement un scénario de pur marketing. On passe pas un mauvais moment, mais on n'apprend rien. Bien, alors en résumé... Oui, mais ça veut dire que les films américains à gros budget, c'est ce qui marche. Et je regardais les 20 premiers films sur ces 12 derniers mois. Vous avez dans les publics, oui, oui. Ça démarre à 7 millions, etc., de spectateurs. Vous avez 14 films américains. Oui, mais enfin, il faut savoir que c'est eux qui ont le fric pour placarder dans tous les métros, dans toutes les gares. Oui, ils ont les réseaux de distribution. Et donc, le brave peuple, canalisé, se rend dans ces grandes salles. Oui et non, parce qu'il faut bien voir excepté ceux qui écoutent TV Liberté. Oui, et puis vous avez la télévision aussi qui fait la promotion des films français, même les films français les plus nuls. Bon. Alors sachez quand même que Three Billboards, qui est un film dont on a beaucoup parlé ici et soutenu, et qui est maintenant, il est question qu'il soit oscarisé. Les salles sont archi combles. Oui, ça marche très bien. Complet de chez complet, de chez archi complet. Il a trouvé son public. Ce qui est quand même la preuve que le film fonctionne bien et que le bouche à oreille fonctionne bien, parce que ça n'était pas plein il y a un mois, c'est plein maintenant. Donc c'est un film qui, à mon avis, va bien marcher. Je pense qu'il va dépasser Brillantissime, parce qu'il y a 10 jours, il était encore en dessous. Mais je pense qu'il va. Alors je voudrais quand même faire deux petites choses. Il faut aller à l'Action Christine. Enfin, je crois que ça ne s'appelle plus l'Action Christine, mais c'est Christine 21, c'est ce qui me semblait. Rue Christine, toujours à l'Odéon, parce que vous avez une rétrospective d'Otto Preminger, avec deux films qui sont intéressants. C'est Bonjour Tristesse, tiré du roman de Françoise Sagan, avec Gene Seberg et puis David Niven, ce sont quand même des grands. Et vous avez Sainte-Jeanne, son film sur Jeanne d'Arc, avec Richard Widmark et toujours Jane Seberg, qui était un beau film et intéressant. Donc il y a ça. Et Johnny Guitar, allez revoir, qui est quand même un western absolument splendide de Nicolas Ray, où on retrouve toutes les passions de Nicolas Ray, comme dans Les Amants de la nuit, comme dans La fureur de vivre, c'est-à-dire ces gens qui sont dans la violence, qui veulent quitter la violence, qui réussissent ou qui ne réussissent pas. C'est toujours un peu le thème de Nicolas Ray, la rédemption, et on réussit ou on ne réussit pas. Et surtout, ce qui est très original, c'est qu'il n'y a pas de cow-boy, il n'y a pas d'Indien. C'est en fait les deux personnages principaux sur deux femmes. Ça a été écrit pour Joan Crawford, et on se demande si ce n'est pas autobiographique, parce qu'en fait, lui avait vécu quelques années avec Joan Crawford. Et c'est une histoire d'amour entre Sterling Hayden, parce qu'on trouve Ernest Borgnine, John Karanine, enfin des grands quand même, et c'est une histoire entre deux femmes de jalousie de femmes très freudienne, parce qu'en fait, elles ont concurrence amoureuse aussi, et en plus, il y a une concurrence commerciale, donc je ne donne pas tout le schéma du film, mais c'est très intéressant, c'est les amitiés masculines, et c'est un très beau film qui avait été fait dans un schéma qui s'appelait Trucolor, qui était des images qui étaient trop bleu, etc. Et ce qui est très intéressant, qu'il travaillait beaucoup le noir et blanc là-dedans, c'est-à-dire qu'il a fait, par exemple, vous avez tous ceux qui viennent pour aller le pendre, etc. Enfin, tous ceux qui viennent, ceux qui ont des poursuites, hein, c'est vraiment un western, c'est pas qu'une histoire d'amour, hein. C'est un vrai western. C'est un classique qu'on nous faisait regarder quand j'étais adolescente, voilà. sur lequel on nous faisait étudier la construction d'un film. Ouais. Et ils sont tous en noir, et puis elle, par contre, elle est en robe blanche quand elle joue dans son saloon, etc. Donc, en dehors du fait que c'est un beau film, en plus, ça a été très bien travaillé sur l'image. Bon, parfait. Et cette belle conclusion. Je pense qu'on peut en rester là. Belle conclusion. Donc, je
Je fais un rapide rappel. Le beau film de Cheyenne Caron, Les hommes aux cœurs ardents, le retour du héros, grand public, ni juge ni soumise. Et nous avons évoqué aussi Black Panthers, Belle et Sébastien, et nous avons évoqué Black Panthers. Merci beaucoup. Sébastien, c'est à voir en famille. Et je voudrais évoquer 2 spectacles musicaux qui valent la peine à Paris et en province. Alors, ces 2 spectacles sont très différents. À Paris, au théâtre du Ranelagh, qui est un théâtre absolument exquis, se donne 4 dimanches de suite en mars l'opéra Bastien et Bastienne. C'est le premier opéra que Mozart a composé, donc on peut y aller en famille. C'est à 11 h du matin. Vous tapez sur Internet le théâtre du Ranelagh et vous aurez toutes les indications. Mais pour une première fois au théâtre et à l'opéra surtout, c'est merveilleux parce que vous êtes tout près des chanteurs. Et le théâtre est un petit théâtre à l'italienne, un bijou. Deuxième spectacle, alors là c'est pour les amis de province, c'est notre ami Fabrice Ulry, qui est ce grand pianiste rock qui va jouer avec un orchestre étranger et qui va voir interpréter un morceau de musique qu'il a composé. Et vous allez sur son site, et puis je vous donnerai les informations à l'écran. Donc vous allez sur son site, Fabrice Ulry, E-U-L-R-Y. Voilà, chers amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Au revoir Maxime, au revoir Frédéric. Au revoir. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour Anne. Vous nous proposez un nouveau petit livre que vous n'avez pas écrit mais que vous préfacez, de G. Le Nôtre, qui s'appelle Sous la Révolution. Alors, qui était G. Le Nôtre? G. Le Nôtre, G pour Gosselin, qui est son véritable patronyme, Le Nôtre, le nom d'un de ses aïeux qui était jardinier du roi. Donc G. Le Nôtre est un historien du 19e siècle, enfin 19e, 20e siècle, puisqu'il est mort en 1935, qui nous fait de l'ancien temps, comme on dit, comme on peut dire vraiment le concernant, un portrait absolument époustouflant, c'est-à-dire c'est l'historien de ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire l'histoire au jour le jour, heure par heure, pratiquement minute par minute pour certains événements de la vie de nos aïeux. G. Le Nôtre est un extraordinaire historien pour celui qui aime l'histoire et qui aime se plonger dans ce que fut la vie quotidienne de nos aïeux. Alors, ce que vous êtes une passionnée d'histoire et votre technique d'appréhender l'histoire, c'est la technique, j'ai envie de dire, de laboratoire, c'est le carottage. C'est-à-dire, vous plantez une... Oui, on plante une carotte, et on relève la terre, tout ce qui en sort, et on analyse. C'est ce que vous avez fait dans tous vos travaux antérieurs. Voilà, c'est ce qui fait la passion de l'histoire, c'est-à-dire que faire de l'histoire pour sortir des grandes généralités, n'importe qui peut le faire et on se trompe à chaque fois, alors que la seule façon véritablement authentique de faire de l'histoire, c'est de prendre un paquet d'archives d'où qu'ils viennent et puis d'analyser et de regarder ce qu'il y a dedans. Et pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne G. Le Nôtre également, la passion de la vie quotidienne et la passion de la vie des petites gens. C'est ce que vous avez fait aussi avec Voltaire, puisque vous avez analysé la correspondance de Voltaire, comme peu de gens l'ont analysé, et donc vous avez révélé à nos contemporains un Voltaire qu'ils ne voulaient pas voir. Oui, enfin je ne voudrais pas prendre sur moi le travail de ceux qui m'ont précédé. Quand même. Oui. J'ai lu Xavier Martin quand même, qui a fait un travail dont je suis inspirée, et un monsieur qui s'appelle Michel Cuny également. Oui. Donc, mais c'est vrai que pour analyser Voltaire, il n'y a rien de tel que de se lancer dans sa correspondance, c'est ce que j'ai fait aussi. Mais c'est tellement énorme qu'on est content d'avoir des prédécesseurs qui Et puis votre travail sur l'hôpital général, rappelez-nous
Racontez-nous ce que vous avez fait. Alors, pour l'hôpital général, c'est à peu près ce que je retrouve dans J'ai le nôtre, que j'ai fait. C'est-à-dire, pour travailler sur l'hôpital général, je me suis penchée sur les registres d'entrée et de sortie de l'hôpital général, et là, j'ai vu apparaître la population de nos aïeux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des foules anonymes, mais des personnes avec un nom, un prénom, une adresse, une date de naissance, une date de sortie, une date d'entrée, et tout un tas de renseignements sur les éventuelles sorties pour cause de maladie ou ceci ou cela. Ou de non-sortie, pour cause de trafic d'enfants, puisque c'est ce que vous avez c'est ce que j'ai mis à jour. Voilà. Et alors, j'ai effectivement, je ne sais pas si on peut dire que ça me caractérise, mais en tout cas, c'est ce qui fait ma passion de l'histoire, c'est de faire surgir la vie quotidienne de nos aïeux. Et je me suis rendu compte, quand j'ai repris mes études d'histoire et quand je me suis lancée dans cette aventure passionnante, que j'avais du XVIIIe siècle une vision absolument du haut du panier et jamais du bas. Je ne savais pas, avant de faire de l'histoire, comment vivaient nos aïeux. Et c'est en entrant dans les dossiers judiciaires, dans les procès, dans les comptes rendus de manifestations ou d'émeutes, que j'ai vu apparaître nos aïeux, et c'est ça que fait J'ai le nôtre. Que fait J'ai le nôtre dans Sous la Révolution? Il parle par exemple de la marche des femmes du 5 octobre qui vont à Versailles, en les nommant nom, prénom, âge, profession, et qui a dit quoi et qui a fait quoi. Ça change complètement la vision qu'on a de l'histoire. Ça change absolument tout. Soit on a des mégères ou des pauvres femmes, ou alors on a des personnes. Des personnes. Et alors c'est ce que vous appelez la vue de l'aigle et la vue de la fourmi. Oui. C'est ce qui m'a frappé quand on m'a demandé, quand Sébastien de Gors, l'éditeur de ce très très beau livre, en plus de ça c'est un bel objet. Oui, très joli, très joliment fait. Des lettrines, des très belles gravures. Oui, c'est un très bel objet. C'est pas seulement le fond, c'est également la forme. Donc quand il m'a demandé de préfacer ce livre, j'ai tout de suite eu comme idée qu'il y a deux façons de regarder les événements passés. C'est avec la vision de l'aigle ou avec la vision de la fourmi. La vision de l'aigle, c'est celle qui, le plus haut possible, va pouvoir embrasser la totalité d'une période ou d'un lieu. Et la vision de la fourmi, c'est la vision de la petite bête qui passe à travers les brins d'herbe et qui ne voit rien d'autre que ce qu'elle a à droite, à gauche, devant et derrière. Mais la conclusion que je tire dans cette préface et après avoir aimé passionnément ce livre, c'est qu'on ne devrait faire de l'histoire comme l'aigle que après avoir fait de l'histoire comme la fourmi. Bien sûr. On devrait toujours commencer par là. Et il est de fait qu'on ne réussit à avoir une vue d'ensemble que si on a véritablement une vue de détail. Bien sûr. Alors, le nôtre, c'est extraordinairement attaché à la Révolution. Voilà, absolument. On ne peut pas dire que c'est un chaud partisan de la Révolution. Je ne vois pas comment il pourrait l'être. Ah ben nous avons beaucoup de chauds partisans de la Révolution. Oui, mais pas des aigles uniquement, pas des fourmis. Je pense que vraiment, pour être chaud partisan de la Révolution, il faut avoir que la vision de l'aigle en disant c'est globalement positif, non, comme on a fait pour la Révolution bolchevique. C'est globalement un peu trop positif pour eux, parce que ceux qui admirent la Révolution ne sont pas des aigles, parce que quand on dit c'est un aigle, c'est quand même très laudateur. Non, mais ils ont la vision de l'aigle. Ils ont la vision. Ah non, je ne dis pas que ce sont des aigles. Mais alors, les premiers gros plans que le nôtre nous donne, c'est très très joli. C'est au château. Parce que tout le monde rentre au château de Versailles. Tout le monde rentre. Le château appartenait au peuple de France. Le roi était le père de la nation et tout le monde ne rentre pas à l'Élysée. Ah ben ça, mais personne n'y entre. Vous plaisantez, personne n'y entre. Non, tout le monde entrait au château de Versailles. On pouvait entrer, se promener dans les appartements. Alors, racontez-nous l'histoire du coussin apporté par la reine. Alors, un jeune monsieur, accompagné d'une dame fort ronde et vraiment à quelques jours d'accoucher, se promène dans les jardins de Versailles. Et la dame est prise d'un début de fatigue et le monsieur regarde à droite et à gauche. Alors c'est un homme du peuple, ce sont des gens du peuple, c'est un artisan. Il regarde à droite et à gauche et il avise un banc sur lequel sont assis deux dames. Alors il se précipite, il demande aux dames de laisser la place pour que son épouse puisse s'asseoir. Et parmi les deux dames, il y a la reine qui dit « Mais bien sûr, jeune homme, absolument ». Et la reine laisse sa place, se fait venir un coussin. Et va chercher un coussin. Elle va chercher un coussin pour qu'elle n'ait pas froid. Pour qu'elle n'ait pas froid. C'est merveilleux, ce sont les petits détails. Le nôtre est très très spécialiste de ça. Il nous explique comment le roi Louis XV, tous les matins, allumait lui-même son feu. Pour ne pas déranger ses domestiques. Parce qu'il se levait tôt. Il se levait très tôt. Oui.
Alors, il y a bien sûr tous les premiers symptômes avec la vente des biens, avec les inventaires des biens d'église, les cloches de Saint-Denis. C'est les cloches de Saint-Denis qu'on casse. Oui. Ce qui est extraordinaire dans ce qu'il raconte sur le pillage des biens du clergé, parce que qu'est-ce que ça a été que la nationalisation des biens du clergé, ça a été le pillage au bénéfice de Raptou, enfin c'est une honte, c'est que tous ces gens... Nationalisation égale vol. Mais c'est privatisation, pas nationalisation. Si ça avait été nationalisé, on pourrait encore dire que le peuple s'y est retrouvé quelque part, mais ça n'a pas été le cas du tout. Ça a été une privatisation. Donc les détails qu'il nous donne, c'est que les grandes malversations, c'est pas la foule, non, c'est monsieur un tel, nom, prénom, adresse, âge, profession, des gens dont je ne me suis pas attaché à retrouver la postérité, mais quiconque voudrait le faire pourrait en retrouver la postérité. C'est-à-dire qu'il sort les grands acteurs ou les petits acteurs de la Révolution de l'anonymat. Et l'anonymat, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. On ne peut plus manipuler quand on connaît les détails à ce point précis. Et la Révolution, c'est ce que J'ai le Nôtre nous raconte, et pas ce que les gens qui se contentent de la vision de l'aigle vont essayer de nous faire accroire. Alors, les détails sont terrifiants, puisqu'il y a la description du massacre et de la profanation des tombes de Saint-Denis, des tombes royales. On découvre que Turenne apparaît dans toute sa beauté. Il avait dû être fantastiquement préparé parce que son visage reste celui qu'il avait quand il était mort. Donc c'est très impressionnant. Et puis, il semble que la population ne supporte pas qu'on brûle le corps de Sainte-Geneviève. Oui, Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Comment peut-on être à ce point destructeur qu'on va aller retirer les reliques sacrées au nom de l'histoire, au nom du souvenir déjà, au nom de notre patrimoine, si on ne veut pas croire à autre chose? Comment peut-on être à ce point destructeur pour aller détruire? Il semble que ce soit un basculement de l'état d'esprit des Parisiens. C'est-à-dire que ce qu'on perçoit à la lecture de J'ai le Nôtre, c'est que au début, les Parisiens, les Parisiens non, les Français, puisqu'ils se baladent beaucoup en Bretagne également, les Français ne réagissent pas un peu par l'effet de la sidération. Et c'est en général comme ça, c'est ce une Canadienne a appelé la doctrine du choc. La stratégie du choc, c'est-à-dire qu'on renverse une société en commettant des crimes tellement affreux, brutaux, que les gens, sous l'effet de la sidération, ne réagissent pas. Et ils finissent par réagir, c'est-à-dire qu'il y a un instant T où il y a un basculement, où les gens vont entrer en résistance. Et la peur. La sidération et la peur, c'est quand même un peu beaucoup la même chose. Une grande partie du livre est consacrée à l'expulsion et l'interdiction des prêtres. Absolument. Et puis leur mise à mort, tranquillement. Ce que nous voyons à l'écran, ce sont les noyades. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, les noyades... C'est peu reluisant, c'est rien de le dire. La Convention avait laissé un certain Carrier, qui était envoyé en mission en Bretagne, en l'occurrence à Nantes, de régler le problème des gens mis en prison, en l'occurrence les prêtres et les religieuses. Mais ça, il s'agit dans le livre-là essentiellement des prêtres. Et on a trouvé, alors ces prêtres avaient l'outrecuidance non seulement d'avoir été arrêtés, mais de vouloir manger, c'est-à-dire qu'ils coûtaient à la République. Des prisonniers qui mangent sans servir à rien. C'était la plupart de ceux dont il est question ici, des très vieilles personnes des très vieux prêtres qui avaient passé 75 ans, 78 ans, 80, quelquefois même plus, et qui avaient l'outrecuidance de vouloir continuer de manger. Et Carrier a dit, on va régler le problème. C'est-à-dire qu'on va s'en débarrasser. Et comment s'en débarrasser sans que ça coûte de balles? Parce que c'est encore... Les balles, ça coûte cher. Les balles, ça coûte cher. Les exécuteurs, ça coûte cher. Et surtout,
pas de témoins. Pas de témoins. Ils ont parfaitement conscience que la population n'est pas d'accord. Même si la population est encore sous l'effet de la sidération, et la sidération peut durer un petit moment, la sidération plus la peur, il est question quand même de faire de se débarrasser de ces gens de la façon la plus discrète possible, et on a l'idée de les mettre sur des bateaux qu'on va couler. Et là, la description de G. Le Nôtre est absolument renversante, c'est-à-dire qu'on va suivre ces malheureux prêtres depuis leur geôle jusqu'à la rue, de la rue jusqu'à la Loire, de la Loire jusqu'au bateau. On entend les coups de marteau qui ont été envoyés dans les sabords des gabarres sur lesquels on les a mis, et le bateau s'éloigne. Après les coups de marteau, il coule bien évidemment, parce que l'eau s'engouffre dans les sabords, et ces malheureux vieillards gémissent. On voit le tourbillon en plus de ça, ça se fait à la nuit, bien évidemment. Oui, puis une tape sur les têtes pour quand et une fois que, voilà, c'est pas ça, c'est que la Loire renvoie on ne se noie pas tout de suite. Oui. On ne se noie pas tout de suite. Donc ces malheureux se débattent, et les noyeurs sont également les assommeurs. Ils les assomment à coups de gourdin, à coups de pique. Enfin, c'est une horreur. Et très vite, ça va se savoir, en fait, puisque les corps reviennent. Alors, les corps reviennent d'une part, mais il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus poignant. C'est là où on dit que le destin fait ce qu'il veut. Hein. On peut être le plus grand criminel, on ne prévoit jamais tout. La Loire a rendu un certain nombre de corps. Alors, la Loire a rendu 2 vivants qui ont été noyés le lendemain. Donc 3 vivants qui ont été que des braves gens ont recueillis, et les autorités l'ont su, donc on les a remis dans un convoi le lendemain. Et la Loire a rendu également des morts. Bah oui, alors on déplore que plusieurs personnes se sont noyées dans la Loire, ni vu ni connu, mais il y en a un qui a survécu. Oui. Et qui a raconté. Oui. Et ça, c'est le grain de sable qui empêche les génocideurs, c'est le grain de sable qui empêche les grands criminels de commettre leurs crimes jusqu'au bout, c'est-à-dire que la vérité finit toujours par se savoir, d'une façon ou d'une autre. Et de dormir en paix. Le Nôtre raconte cette très jolie histoire des demoiselles de Renac qui accueillent un prêtre. Et qui vont être exécutés, qui vont être pour cet acte emprisonnés, exécutés, et le juge qui va être qui n'endormira plus, et qui mourra dans le remords. Ben alors c'est un juge. Ce qui est intéressant dans le portrait de ce juge, c'est que c'est le portrait de l'assassin ordinaire. C'est-à-dire que c'est pas un maniaque, c'est pas un sadique, c'est pas un méchant, c'est juste un homme qui obéit aux ordres. Et il applique la loi. Et il n'en dormira plus. Et il sera tout seul dans la ville parce que tout le monde va lui tourner le dos. Tout le monde va s'éloigner de lui. Et il ne peut plus sortir qu'à la nuit tombée. C'est extraordinaire, ce témoignage. C'est vraiment la vision de cette malédiction est très forte. C'est un grand écrivain, ce Le Nôtre. C'est extraordinaire. C'est un bijou. C'est un bijou. Alors moi qui m'intéresse beaucoup à la période, je m'entends vous dire que G. Le Nôtre fait partie des gens que je vais lire avec assiduité, quoi. Alors il va travailler avec des papiers, avec des archives. C'est pas du tout du fantasme. C'est pas du tout c'est de la vraie histoire. C'est de la vraie histoire. G. Le Nôtre, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas Gosselin, puisque Gosselin était son véritable patronyme. C'est à découvrir. Il y a il faut le dire, c'est une information qu'il faut donner parce qu'on vole beaucoup les couronnes des saints dans les églises. Donc il faut prévenir les cambrioleurs que bien souvent, ces couronnes sont en fausses pierres. Et que ce n'était pas la peine donc de les voler. C'est pas la peine de les voler, les vrais sont à l'abri. À propos de vol, il y a ce passage extraordinaire où il raconte que les saintes reliques ont été volées et que, laissées à l'abandon, elles ont permis à un monsieur qui passait par là d'en prendre un morceau, de le cacher sous son manteau et de le porter à sa mère. Et sa mère après la Révolution, ira le rendre à l'archevêque de Paris une fois que... Oui, c'est les morceaux de la vraie croix et des morceaux de la couronne d'épines. C'est extraordinaire. Qui sont donc à Notre-Dame. Oui. Voilà. Et ça, c'est avec le nom, le prénom, l'âge et la profession de la personne qui l'a fait. C'est-à-dire que c'est de la vraie histoire. C'est qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas qu'est-ce qui a pu se passer. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Comment sait-on Ça se lit extrêmement facilement. C'est à donner aux jeunes. Absolument. C'est à donner aux jeunes. Et après, ils ne pourront plus supporter aucune propagande. Oui, ça remet l'histoire à l'endroit. Ça remet l'histoire à l'endroit. Ça remet la Révolution à l'endroit.
Quelle est votre prochaine publication, Marion? Vous savez que ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Mais je travaille d'arrache-pied à 2 prochaines publications. Bon, voilà. Alors on vous attend, Marion Sigaud. Oui, oui. Il faut que j'y retourne, là, si la neige veut bien me laisser repartir. Merci pour cette belle préface de ce livre, Sous la Révolution, le nôtre, publié aux éditions de Gorse. Très, très belle. Il ne vous en coûtera, chers amis de TV Liberté, que 12 €. Ça m'apparaît de l'argent très bien placé. Merci beaucoup, Marion. Merci, Anne Brassier. À très vite, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique patrimoine, nous allons donner la parole à quelqu'un qui mène un combat. J'ai nommé Michel Rouault. Bonjour Michel. Bonjour. Un combat pour préserver le port de Vannes d'entreprises bétonneuses absolument effrayantes. Alors, j'ai connu Michel Rouault il y a bien longtemps dans une action au château de Versailles, au temps où le château de Versailles était livré à des acteurs contemporains, ou plutôt contemporains, et nous avions lancé cette petite association qui s'appelle Versailles Mon Amour, déjà, avec Stéphanie Bignon, et Michel Rouault était venu participer à ce concours que nous avions organisé, le prix de l'art contemporain. Et vous étiez venu avec, je crois, un porte-manteau. Ah non. Non, vous étiez venu avec... C'était une grande perche avec des... vous m'aviez comparé au cinéaste japonais. Ah oui, oui, oui. C'était des banderoles. Oui, c'est ça. Vous aviez fait la chance Kurosawa. Voilà. Kurosawa. Vous aviez fait un très bel objet qui méritait, lui, une exposition. Et en tout cas, on avait passé un bon moment à lutter comme cela contre l'invasion de cette modernité dans un château qui n'en demande pas tant. Et qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui à Vannes? Eh bien, en quelque sorte, la même chose. À peu près, oui. C'est-à-dire que les responsables, enfin, entre guillemets peut-être, qui veulent faire de cette ville quelque chose de dynamique, hein, puisqu'il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. D'ailleurs, nous devrions arrêter de parler pour bouger, tout de suite. Ils ont décidé de s'installer un peu n'importe où, c'est-à-dire que le port qui devrait rester, enfin, qui devrait garder sa caractéristique et donner à Vannes ses particularismes fonciers, enfin, qui sont là. Alors quel est le hein. particularisme de Vannes? Racontez-nous. Faites-nous rêver sur Vannes. Voilà, c'est un port au fond du golfe du Morbihan, c'est-à-dire c'est pas très marin, mais c'est très protégé par contre, c'est comparable à Rochefort ou choses comme ça. Et donc c'est un port qui a fonctionné pour le commerce essentiellement jusqu'à la fin du 19e. Oui. Après quoi, bon, ça a été un peu étouffé par l'Orient, qui n'est pas très loin, qui prenait son essor. Mais ça reste un port sympathique, calme, discret. Enfin, c'est pas du tout un espace où on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Je crois que ce serait... Et beaucoup de bateaux de plaisance? Il y a des bateaux de plaisance qui sont un petit peu ventouses sur les bords parce que c'est vraiment au fond du golfe. Oui, c'est trop loin. Oui. C'est trop loin. Est-ce que les bateaux ne viennent pas passer l'hiver, là, en fait? Il y en a quelques-uns. Oui. Mais je pense que les gens qui viennent là viennent pour se ressourcer un peu dans le cadre historique, qui est magnifique, hein, avec des remparts extraordinaires, avec... des maisons à colombage. Beaucoup de maisons à colombage, la cathédrale qui est très belle. Enfin, il y a une ambiance. Et c'est cette ambiance qui est mise en cause par des projets complètement farfelus. Alors, vous en parlez en spécialiste, puisque vous êtes architecte, Michel Rouault, et en quoi ces projets sont farfelus? Alors, ils sont farfelus parce qu'ils n'ont aucune raison de correspondre au site. C'est-à-dire qu'il serait question de faire beaucoup de logements, 250 logements, ce qui fait 1 millier de personnes, 1 hectare de parking, enfin, c'est complètement absurde. Et puis alors, on ne voit pas du tout pourquoi mettre des logements
au bord de l'eau. Hein, c'est une petite borne qui fait environ 600-700 mètres de long et 30 mètres de large. Ouais. Et c'est là-dedans qu'ils veulent s'installer. Et alors, les projets sont comment? C'est du bâti moderne ou pas? Parce que par exemple, je prends la ville de Deauville. Ils ont fait 2 constructions. D'abord, il y a 30 ans, ils ont construit un nouveau port. Mais ce nouveau port était sur la mer. Ça a été un prolongement c'était le prolongement j'ai envie de dire, du sable. Ils ont carrément fait un truc sur pilotis, je crois. C'était énorme. Donc là, ils n'ont rien abîmé. Ils ont tout de même bouché. Quand on est sur Deauville, on ne peut plus voir le Havre et la pluie qui arrive. Vous connaissez le dicton, quand on ne voit pas le Havre, c'est qu'il va pleuvoir, et quand on ne le voit plus, c'est qu'il pleut déjà. Donc, quelque chose comme ça. Et puis en tout cas, et Trouville à son horizon aussi bouché vers Cherbourg, puisqu'il y a ces grandes constructions. Mais c'est des grandes constructions assez belles, l'équivalent de Port-Grimaud. Autre construction, toujours à Deauville, il y avait entre Trouville et Deauville un immense espace qui était occupé par des architectes marins, et puis des locaux ou des entrepôts. Tout a été rasé et ils ont aussi construit des logements, mais assez jolis, avec même un grand clocher, genre beffroi, belge. C'est pas laid du tout. Et c'est peut-être discret, ça je connais pas. Alors, c'est discret, il y a quand même 4 étages, hein, puisque vous le savez. Il va en mettre 6. 6, ouais, là, déjà la hauteur, c'est rédhibitoire. Ah oui. Mais le problème, c'est que là, si j'ai bien compris, c'est dans le centre-ville qu'ils veulent faire ça. Alors, c'est en s'éloignant du centre-ville, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des bâtiments abominables qui ont été construits dans les années 60 par l'État lui-même, à direction de l'équipement, et qu'il faut démolir. Donc ça leur donne déjà une espèce de droit à reprendre tout ça de façon contemporaine. Oui. Et là, on a déjà 200 mètres qui vont être gaspillés à l'immédiate proximité de ces bâtiments-là. De ces petites maisons tout à fait jolies, avec un toit, des toits d'ardoise et des chiens assis. Et donc, alors, les projets montrent quel genre d'immeuble ça va être? Alors pour l'instant, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire qu'on en est, c'est pour ça que ça tombe très bien que vous me donniez l'occasion d'en parler, parce que, vous voyez, ça c'est un journal de la semaine dernière, et ils sont en train de rassembler des candidatures d'architectes. Donc il n'y a pas de projet, mais il y a un programme. Oui, c'est ça. Et ça, ce sont donc les bâtiments, les bâtiments de l'État. Démolir. Oui, absolument. Oui. Oui, donc il y a un grand espace là, oui. Ah mais oui, et puis alors ça continue le long de la berge, là, pendant encore 600 mètres. Jusqu'à un calvaire tout à fait au bout, à l'entrée du port. À l'entrée du chenal. Mais alors, Rive Gauche cherche Archi. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont construire. Ils ont un programme. Ils ont un programme. Mais... Alors 250 logements. Un hôtel 4 étoiles de 80 chambres. Oui, ça fait beaucoup. Pourquoi un hôtel 4 étoiles? Ça, tout le monde s'interroge. Parce qu'on fait plus de blé qu'avec un hôtel 2 étoiles, certes. Michel. Oui, vous comprenez cette efficacité? Le blé. Ce genre de truc m'échappe souvent, mais je vois bien. Non, vous êtes un architecte pur, Michel. Peut-être. Ça ne peut pas aller. J'essaye. Non, mais le problème, c'est quand même d'avoir des clients. Or, Vannes n'est pas Antibes ou Saint-Trope. Les gros bâtiments avec leur c'est pas patron, le Qatar et c'est pas Abu Dhabi. Voilà, c'est pas Abu Dhabi. Donc, il n'y aura pas de quoi remplir cet hôtel. Enfin, il me semble, à moins vraiment de tout transformer en Las Vegas, c'est peut-être l'idée de monsieur. Peut-être qu'après, ils vont vous construire un casino. Ah mais alors, le casino, lui, il n'est pas très loin, et il n'est pas bien placé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'on aurait tendance à le ramener après. Voilà. Au rez-de-chaussée de ce grand hôtel, il y aura le casino. Voilà, c'est à peu près sûr, oui. Soyez concret, Michel. Vous ne rendez pas compte. Pouvoir aller au casino sans sortir, c'est très bien. L'ascenseur, et c'est tout. Alors... Vous avez créé une association? Il existe une association depuis longtemps dont je fais partie, l'association de défense de la rive gauche du port de Vannes. Oui.
Alors ça vous fait un ADD, machin, bon, qui n'est pas très efficace. Et elle a un site internet? Elle a un site internet, oui, que je pourrais vous communiquer. Mais seulement, cette association défend les riverains. Oui. Et ça fait beaucoup rire tout le monde, parce qu'ils n'ont pas le sens, justement, de la défense de l'ensemble de la ville. Et du coup, ils se font un peu ridiculiser à chaque séance par monsieur le maire, qui dit, oui, c'est des riverains, bon, ils n'ont pas envie d'avoir un immeuble devant chez eux, ce qu'on peut comprendre. Oui, oui. Et quand le maire dit on ne vit pas dans la même ville, pas dans le même monde, monsieur Uzenat, c'est une phrase du maire, Robot, que veut-il dire par là? Ah, je ne sais pas. Pas assisté à c'est-à-dire que lui vit probablement dans le monde de l'avenir. Ah ben oui, bien sûr, le maire, tout à fait. Ouais. Et il a d'ailleurs des conseillers de jeunes sociologues, trucs comme ça, enfin un mélange entre le sociologue, l'urbaniste et même peut-être l'architecte, j'en ai peur. Et donc, ces gens-là lui disent, mais il faut... Comment peut-on imaginer une ville comme Vannes qui n'est pas son hôtel 4 étoiles? Oui. Vous vous rendez compte, alors, évidemment... Comment faites-vous pour vivre sans un hôtel 4 étoiles, voilà. Michel? C'est ça le truc. Vous ne vous l'êtes jamais demandé? Non, moi, ça n'était pas venu, mais là, il va falloir que je m'interroge. Mais est-ce que forte de cette expérience du port de Deauville, qui est quand même, je trouve, très très réussi, encore une fois, l'exemple qui est à l'intérieur du port, entre la Touques et le port de Deauville, est-ce que si vous aviez l'assurance qu'il n'y avait que 3 étages, vous seriez plus favorable? Parce que je trouve que en architecture, je ne suis pas architecte, mais tout est dans la taille. Je trouve qu'on ne supporte plus ces bâtiments surdimensionnés. C'est certain, oui, c'est inhumain. Ce n'est pas en rapport avec nous. On pourrait admettre quelque chose comme vous ça. Pourrez admettre. Mais vous pourriez admettre. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est plus de 250 logements que vous allez faire. Oui. Déjà, c'est très difficile de les imaginer avec 6 étages. Oui. Mais si vous en faites plus que 2 ou 3, il faudrait beaucoup plus d'espace. Oui. Ça va être de toute façon une verrue au milieu de... C'est absurde. Oui. Et alors, bon, bien sûr, ils vont sans doute incorporer dans le projet des terrains qui sont juste derrière, occupés par des petites maisons, qui vont éventuellement... exproprier. Oui. Ça, c'est très probable. Hein. Parce qu'on ne peut pas travailler sur un recul de 20 mètres, 20-30 mètres. Enfin, il y a vraiment des endroits où c'est très étroit. Hein. Alors, comment est-ce que nos téléspectateurs qui habitent cette région peuvent réagir? Comment ils peuvent... Alors, donc, vous me parliez de nos associations. Donc, il y a cette association AMI, là, qui se bat. Ils ont quand même fait un procès pour essayer de faire casser la cession du terrain de l'État à la ville. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la ville qui est propriétaire et qui, donc, peut faire un peu ce qu'elle veut. Donc, ils attendent un résultat. Ils sont en appel. Moi, je ne suis pas très optimiste, hein, parce que, bien sûr, que tout est bordé juridiquement, à mon avis, hein. Donc ces jours-ci, ils vont avoir le résultat. D'où cet article de monsieur le maire qui, dès que le résultat sera sorti, résultat qu'il connaît peut-être, lui, par les coulisses, pourra lancer sa consultation d'architecte. Sur la base d'un programme que je disais farfelu et qui, pour l'instant, n'est paru que dans la presse, un petit peu comme ci, comme ça. Enfin bon, on étouffe un peu le truc, mais ça devrait aller assez vite quand même. Mais si on veut rejoindre votre combat, qui faut-il rejoindre? Alors, par-dessus cette petite association, qui bat un peu de l'aile quand même, parce que c'est trop... Ils sont trop préoccupés par leur recherche personnelle, chacun, quoi. Et... Non, puis je vais vous dire, ces petites associations ne connaissent pas le jeu politique, la bataille. Je l'ai constaté quand ils ont abattu... l'église Saint-Jacques d'Abbeville, j'étais horrifiée et en larmes devant mon ordinateur parce que on voyait les grues casser le clocher et c'était vraiment une scène effroyable. Et avant que cela n'arrive, j'avais essayé de rentrer en contact avec ces associations et ce sont des gens qui n'ont pas...
n'ont pas la force ni la technique pour se contrer. C'est toute une technique. Oui, puis là, ils ne peuvent pas trop s'en donner les moyens, parce qu'il faudrait mettre un peu d'argent, prendre un avocat, etc. Bon, chose que pour l'instant, ils ont hésité à faire, et donc, à mon avis, bon. Oui, l'argent est le nerf de la guerre. Ah oui, oui, oui. Alors, par là-dessus, nous, avec ce petit prospectus qu'on avait circulé, on a proposé de rejoindre ce qu'on a appelé un collectif. Un collectif, très bien. Qui inclura cette association. Alors, le collectif s'appelle hardygoélette@outlook.fr. Ça, c'est très joli comme idée. Alors, Hardy, H-A-R-D-I-E, Goélette, tout attaché, @outlook.fr. Ça, c'est très, très bien. Et puis, il faut vous mettre en rapport avec Brésinfo. Oui, qui sera... et alors ce qu'on voudrait surtout, c'est obtenir le soutien de gens consistants, si possible, un Kersozon par-ci, un Kefelec par-là. Enfin, pour l'instant, c'est fait un peu en douce, leur truc, comme d'habitude. Oui, il vous faudrait... Les gens qui pourraient s'y intéresser ne sont même pas au courant. Ils vont être mis devant le fait accompli. Il vous faudrait... Vous savez, quand on a voulu déplacer le musée de la Marine au Trocadéro, Tabarly s'est dressé contre ce projet. Et Tabarly et puis un autre grand navigateur. Il faudrait que vous ayez le même soutien. Il suffirait qu'il y en ait un ou deux qui se mobilisent, Arcus Bertrand aussi peut-être, enfin des gens comme ça. Et on pourrait... Alors pour l'instant, j'avais pris contact avec Yves Coppens qui n'a pas réagi. Bon... Il faut savoir qui habite ces régions-là, quelles sont les grandes personnalités de cette région-là. Oui, il y a aussi tous les anciens élèves des collèges de Vannes qui pourraient être motivés. Oui, absolument. Mais après, comment les contacter? Non, mais il y a aussi la pression sur la mairie, bien faire comprendre aux maires. Ah oui, alors là, ils sont... bien faire comprendre aux maires que... Oui, mais il va falloir que... Je crois qu'on passe à des actions beaucoup plus visibles, sitting sur le port, sitting devant la mairie. Enfin, je crois qu'il faut faire comprendre que ces gens-là sont au service de la municipalité, que ce n'est pas la municipalité, ce ne sont pas les citoyens qui servent le maire, c'est le maire qui serve. Donc, il faut que vous organisiez des... Il y a eu pas mal de choses déjà. Mais seulement le maire a pris... il est assez astucieux, il se débrouille pas mal. Puis il est soutenu par Goulard, qui est le président du conseil général, ancien maire de Vannes, qui l'a mis en place. Et il a organisé des concertations, des trucs comme ça, totalement bizarroïdes, mais... les gens finissent par y croire. C'est assez... Parce que quand on interroge, il faut faire des... Comment ça s'appelle? Quand vous allez vous interroger des sondages. Il faut que vous preniez votre petit carnet, vous interrogez 300 personnes en une journée, avec les noms et éventuellement les adresses. Et à la fin, vous faites publier ça. Il faut actionner le... Rappelez-vous, pour Versailles, mon amour, nous avions fait des pétitions. Nous avons fait une pétition. 5000 personnes avaient dit non au projet sur la pétition de Versailles, mon amour. Et la coordination de défense du château de Versailles avait fait la même chose, une autre pétition. Et en tout, il y avait eu 10 000 personnes. Moi-même, j'étais restée devant le château 2 heures de temps, un matin de février, il faisait très froid, et j'avais interrogé tous les gens qui sortaient du château, en français, en anglais et en espagnol. Et sur les 100 personnes que j'ai interrogées, 99 ont dit non. On n'a pas traversé les montagnes et les océans pour voir Kuntz et Murakami au château. 99, c'était des sondages très parlants. Donc, et vous serez bien accueillis. Oui, le drame, vous serez bien accueillis. Oui, mais alors le drame, moi, ça me fait penser aux 700 000 signatures de la Manif pour tous, qui sont parties à la poubelle. Oui, mais à force de faire des sondages, un jour, ces sondages seront occupés, seront écoutés. Michel, il ne faut pas partir...
Il faut partir. Pas battu, hein, mais... il faut partir voilà, la fleur au fusil. Et il faut montrer la détermination que vous avez. Bouger, et vous vous appelez Hardy Goélette, quand même. Hein, absolument. hardygoélette@outlook.fr. Voilà. Très bonne chance et j'espère que vous obtiendrez au moins la suppression de 2 étages. Ah oui. À mon avis, 2 étages et le projet est assimilable. C'est pas beaucoup quand même, 2 étages. Je ne sais pas, parce que pensez quand même... Et puis surtout, le style, qu'est-ce qu'ils vont vous faire comme style? Ah ben ça... Parce que les entrepôts qui y sont quand même très laids. Ah oui, bien sûr. Donc s'ils vous font un style qui rappelle les maisons d'en face... On pense plutôt à des jardins, hein, c'est-à-dire quelque chose qui soit assez fluide, qui reste dans l'esprit actuel. Bien sûr. Parce qu'il y a un club de canoë, il y a des choses comme ça. Bon, ce que vous ne voulez pas, c'est la fracture. Oui, puis la banalisation du coin, si vous voulez. C'est pas fait pour mettre des logements, c'est ridicule. Il y a un stade de foot en plein centre-ville, à 300 mètres de là. Lui, il devrait dégager, et là, on mettrait des logements. Voilà. Vous êtes un homme dangereux, Michel. Éloignez le terrain de foot, vous n'y pensez pas. Oui, j'y pense fort, très fort. Merci beaucoup, Michel Rouault. Et chers amis de TV Liberté, écrivez à hardygoélette@outlook.fr. Peut-être que si vous êtes avocat, vous accepteriez de vous charger de leurs affaires. Merci Michel Rouault. Merci.